Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de la masse. Et par la même occasion, nous aurons une idée sur une autre question, comment nos concepts et nos théories appréhendent la réalité physique. Est-ce qu'ils rentrent en contact et en profondeur avec cette réalité physique ou, au contraire, ils ne font que la toucher partiellement et superficiellement. Bon, allons-y. Pour la masse, nous avons affaire à cette notion dans deux cas. Le premier, lorsqu'on pèse un objet sur une balance, là il s'agit du poids. Bien sûr, l'appareil, soit qu'il affiche une valeur sur un cadran ou que son aiguille s'arrête sur une certaine graduation. Et donc il faut savoir qu'il ne s'agit en fait que d'un équilibre de forces. Des forces qui agissent sur le corps. Et là, on parle en fait de masse pesante. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on veut déplacer et mettre au mouvement un corps. Les corps ont tendance, naturellement, à rester immobiles et ils s'opposent au mouvement. Donc, pour les mettre au mouvement, il faut fournir une énergie, c'est-à-dire exercer une force pour rompre l'équilibre. Et là, il s'agit de la force inertielle. Isaac Newton avait bien distingué ces deux natures différentes en fait entre la masse pesante et la masse inertielle. Mais il n'a pas pu démontrer qu'elles sont différentes, malgré qu'il a toujours admis qu'il y a une certaine nuance, une certaine différence entre les deux. Et donc, il a pris par défaut l'égalité masse pesante égale masse inertielle. Et du coup, il y a deux conséquences. La première, c'est le principe d'équivalence d'Albert Einstein, que nous avons déjà vu, et qui consiste à dire que la gravité est équivalente à l'accélération. La deuxième chose, c'est que, Einstein avait lié la masse et l'énergie, comme il avait bien lié l'espace et le temps. Dans son article fondateur, il s'est demandé est-ce que l'inertie d'un corps dépend de son contenu en énergie. Et bien sûr, sa réponse était oui. La masse inertielle d'un corps dépend de son énergie interne et varie selon la relation très célèbre delta E égale C carré delta M, ou si vous voulez, delta M égale delta E sur C carré. En physique, généralement, les scientifiques, lorsqu'ils étudient un système, toute grandeur physique qui rentre dans le système, sa variation delta G est positive, est comptée positivement. Et à l'inverse, lorsque cette grandeur, une quantité de cette grandeur quitte le système, la variation, il est considérée négative, delta G négative. Et lorsqu'on regarde la relation qui donne delta M, qui lie delta M et delta E, on voit que si delta M est positif, delta E est positif. Et si delta M est négatif, alors delta E est négatif. Et donc, ici, nous avons un ressort comprimé entre les doigts d'une personne, et par rapport à la situation initiale du ressort, la masse du ressort augmente, parce que le ressort a reçu une énergie potentielle. Là, nous avons un petit hérisson qui joue avec un spinner. Le spinner tourne, donc il a une énergie cinétique interne, et par conséquent, la masse du spinner augmente. Là, nous avons des gens qui préparent des œufs durs
Et donc, pour cela, il utilise de l'eau qui vont chauffer. Et en chauffant de l'eau, on apporte à l'eau une énergie calorifique. Et par conséquent, la masse de l'eau doit obligatoirement augmenter. Bon, maintenant, faisons un petit calcul. L'énergie fournie à l'eau pour la faire passer de 0 degré Celsius à 100 degrés Celsius, eh bien, delta E égale m fois c fois delta T. Hein? Et donc, un calcul facile nous donne une variation d'énergie qui vaut 419 kJ. Donc, il faut 419 kJ pour chauffer un litre d'eau et le faire passer de 0 à 100 degrés. Par le biais de la relation delta M égale delta E sur C carré, on peut calculer la variation correspondante à cet échauffement. Et on trouve que la variation de la masse est en fait 0,465 picogrammes. Et donc, cette variation est tellement petite que dans la vie courante, on ne s'aperçoit même pas de cette variation. Mais conceptuellement, on a toujours lié la masse à la matière. Autrement dit, la masse est une propriété intrinsèque de la matière et qui n'a rien à voir avec les conditions, si vous voulez, dans lesquelles se trouve cette matière. Mais si on pousse loin cette relation delta M égale delta E sur C carré, si on retire toute l'énergie d'un corps, alors on lui retire toute sa masse. Et donc la masse, en fait, n'est que du contenu en énergie. Nous sommes habitués à dire et à penser, par exemple, que la masse d'un sac contenant des boules est la somme des masses de toutes les boules. Autrement dit, est-ce que la masse d'un atome est tout simplement la somme des masses de ses constituants? Alors, prenons le cas de l'atome le plus simple qui est l'atome d'hydrogène. Le proton et l'électron, à l'infini l'un de l'autre, forment un système de deux particules indépendantes l'une de l'autre. Ou si vous voulez, ils forment un système libre, où les deux particules sont libres. Le proton ayant une masse M1 et l'électron une masse M2. En se rapprochant, la distance qui sépare les deux particules diminue et passe progressivement de l'infini à une distance d'approche minimale. Et en conséquence, l'énergie potentielle du système est libre, parce que les deux particules sont dans un champ de la force électromagnétique, et donc par conséquent, l'énergie potentielle du système varie et passe de 0, sa valeur à l'infini, à une valeur minimale négative donnant naissance au système lié. Les deux particules deviennent liées et l'atome d'hydrogène est alors formé. Durant ce processus, l'énergie du système diminue lorsqu'il passe de l'état libre à l'état lié. Cette différence vient du fait que cette quantité d'énergie est libérée, qu'une quantité d'énergie est libérée et en conséquence la masse diminue selon delta M égale delta E fois C carré. Pour revenir à l'état du système libre, c'est-à-dire revenir à l'état de particules séparées, c'est ce qu'on appelle l'ionisation, eh bien, il faut fournir au système lié, c'est-à-dire à l'atome d'hydrogène, la même quantité d'énergie libérée par le système lié lors de sa formation. Donc la masse du système
diminue puisque le système a libéré de l'énergie. Et il ne faut surtout pas dire que l'énergie se transforme en matière. Ça n'a rien à voir avec ça. Prenons le cas de l'atome de l'hélium. L'hélium est composé d'un noyau contenant 2 protons et 2 neutrons. Et autour de ce noyau, 2 électrons forment une densité électronique qui apporte la neutralité électrique de l'atome. Si nous calculons la masse de notre système initial, c'est-à-dire 2 électrons, 2 protons et 2 neutrons, à l'état libre, séparés, comme les boules dans un sac de l'exemple de tout à l'heure, eh bien, on trouve 6,698 10 à la puissance moins 27 kg. Là, vous avez les unités, vous avez les valeurs des masses de l'électron, du proton, du neutron et de l'atome de l'hélium en unité 10 puissance moins 27 kg. Cette valeur comparée à la masse de l'atome d'hélium qui est de 6,645 10 puissance moins 27 kg montre que la formation de l'atome d'hélium a été accompagnée de la libération d'une quantité d'énergie équivalente à 1% de la masse du système initial. Maintenant, poursuivons notre raisonnement et regardons ces particules constituantes. Eh bien, l'électron est bien une particule élémentaire, c'est-à-dire une particule qui n'est pas composée par d'autres particules plus petites ou plus élémentaires. Par contre, le proton et le neutron ne sont pas des particules élémentaires, mais ils sont plutôt constitués par des quarks. Et il y a 6 quarks qui composent la matière. Quark up, quark down, quark strange, quark sharp, un quark top et un quark bottom. Un quark, un proton par exemple, il est fait de 2 quarks up et un quark down. En fait, le bilan total, il faut que ce soit 2 quarks up et un quark down. Et dans le cas d'un neutron, nous avons un quark up et 2 quarks down. Alors, il faut signaler qu'un quark ne peut jamais exister tout seul. Il est toujours lié à d'autres quarks par l'interaction forte dans le noyau ou entre les particules. Cette interaction qu'on représente le plus souvent et généralement par un petit ressort. Alors, cette interaction entre des quarks se fait par échange de particules appelées gluons. La séparation de 2 quarks liés, il est possible, mais elle est obligatoirement accompagnée de la création d'un autre quark et de son anti-quark, donc création de matière et d'antimatière. Si je prends un couple de 2 quarks, charme-anti-charme, donc vous voyez, si on essaye de les séparer en tirant sur le ressort, et là, c'est la force nucléaire forte, et cette force nucléaire forte, elle devient plus intense lorsque la distance augmente. Et donc, ça finit par une cassure, si vous voulez, le ressort il se casse en deux, mais lorsqu'il se casse, il donne automatiquement, obligatoirement, un autre quark et son anti-quark. D'accord? Et donc, et ce quark naissant, obligatoirement, doit être différent
du quark initial. Et donc vous voyez, on a toujours un jeu. On ne peut jamais trouver un quark tout seul. Nous parlons, si vous voulez, de confinement des quarks. D'un autre côté, ce qu'il faut dire au sujet d'un proton, par exemple, ou d'un neutron, ce n'est pas seulement 3 quarks, mais si je prends par exemple un neutron ou un proton, c'est un grand nombre de quarks et d'antiquarks dans une dynamique comme celle-ci que nous voyons de la séparation de deux quarks. Donc c'est toute une dynamique incessante, c'est à l'image d'un bouillon ou d'une soupe, mais le bilan global, si je fais la somme de tous les quarks, un quark plus son antiquark, c'est 0. Donc un charge plus un anticharge, c'est 0. Un down plus un anti-down, c'est 0, etc. Si je fais le bilan de tous les quarks de ce bouillon-là, je dois trouver, dans le cas d'un proton, 2 up et 1 down, et dans le cas d'un neutron, 2 down et 1 up. Et donc, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur, comme dynamique à l'intérieur d'un proton ou d'un neutron. Maintenant, considérons un proton. Un proton, nous avons dit, il contient 2 quarks up et un quark down. Eh bien, il faut savoir que un quark up, il a une masse qui fait 0,004 10 puissance moins 27 kg. Et un quark down, il a une masse qui fait 0,009 10 puissance moins 27 kg. Donc si je fais la somme de 2 quarks up et un quark down, en tant que particules séparées, eh bien, je vais trouver que la masse de ce système, formé de 2 quarks up et un quark down, est égale à 0,017 multiplié par 10 puissance moins 27 kg. Alors que la masse d'un proton, il est égal à 1,673 10 puissance moins 27 kg. Et là, nous voyons qu'il y a une différence énorme. Ça représente 99%. Donc, ces 99% de la masse du proton est due à l'énergie à l'intérieur du proton, l'énergie de l'interaction forte dans ce bouillon qui connaît une dynamique incessante entre les quarks. Et par conséquent, 99% de la masse d'un proton est un contenu en énergie. Maintenant, nous savons que toute la matière est faite d'atomes et qu'il n'y a pas d'atome qui ne contient pas dans son noyau des protons et des neutrons. Et si on fait le même raisonnement pour un neutron, on va trouver 99% de la masse du neutron est un contenu en énergie. Donc on peut dire que 99% de la masse est tout simplement son contenu en énergie. Je vous remercie pour cette écoute et à la prochaine.